La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, #la réussite est en vous. Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour votre nouveau rendez-vous du TVR BPGO Business Club, l'économie décryptée par ceux qui la font, et cette semaine avec notre groupe de chroniqueurs qui vous sera présenté dans un instant. Nous sommes particulièrement heureux, honorés de recevoir l'un des grands capitaines de l'industrie de notre région, entrepreneur au niveau national de l'année 2015. Il s'agit de Gilles Falin, président du groupe SIL Entreprises et président de Bretagne Commerce International. Gilles Falin, bonjour. Oui, bonjour à vous tous à Rennes. Merci en tout cas d'être en distanciel depuis la plus belle région du monde, Plouvien, les Abers, le Finistère Nord. On a énormément de questions à vous poser avec les trois chroniqueurs du jour. Hervé Lejeune, bonjour. Bonjour Stéphane. Délégué général de l'UE 35, maître Hélène Lodic, baron bâtonnier de l'Ordre des avocats de Rennes. Bonjour Hélène. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et bonjour à Benoît Caron, directeur centre d'affaires grandes entreprises à la Banque Populaire Grand Ouest, la BPGO. Bonjour Benoît. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Nous allons démarrer juste avec vous pour donner vraiment une partie importante de la SIL entreprise. Vous en êtes le président. Tout a commencé dans une magnifique année 1962. Aujourd'hui, c'est 520 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1500 salariés. Vous avez 25% à l'international, et on parlera dans cette émission que l'international est quelque chose de très très important pour vous. Mais j'ai envie de vous poser peut-être cette baseline que vous avez toujours eue, Gilles, pour démarrer. Vous avez vraiment la Bretagne, votre Bretagne, comme port d'attache, mais le monde pour horizon. C'est un peu l'histoire de votre vie ? En fait, c'est surtout notre ADN, c'est une raison de vivre. Effectivement, nous avons les pieds dans la terre du Finistère, et bien maintenant un peu plus largement de Bretagne avec l'usine de Saint-Malo et celle de Quimper. Donc nous sommes effectivement très très bretons, mais et tournés vers la mer, tournés vers l'international, parce qu'il y a de beaux débouchés à l'international. Il y a une volonté de l'entreprise, effectivement. Donc c'est à la fois du local et du mondial. Comment avez-vous passé cette année 2020, une année extraordinaire en raison de la Covid-19 ? Ça a été, je suppose, pour un capitaine d'entreprise comme vous, une année particulière ? C'était une année très très spéciale, effectivement. L'année avait plutôt bien démarré, les chiffres étaient sur une belle trajectoire, et puis nous avons eu donc cette fameuse Covid qui est tombée donc non pas seulement sur nos entreprises, mais sur le monde entier, puisque c'est un problème mondial. Alors qui a perturbé effectivement l'activité économique et qui a bloqué un certain nombre de dossiers. Donc toute l'activité de ce qu'on appelle RHD, donc restauration hors domicile, restauration hors foyer, a été complètement anéantie ou quasiment tombée à zéro. Et puis nous avons, au titre de la SIL, également un autre problème, c'est que nous avons eu il y a quelques mois donc un incendie dans l'usine de Plouvien, handicapé notamment. On n'a pas produit 1 kilo de lait en poudre depuis juillet 2019. Donc c'est très très handicapant, surtout que c'était de l'activité qui partait essentiellement à l'international. Donc les deux cumulés, c'était une année vraiment compliquée. Alors la première question sera pour Benoît Caron, directeur du centre d'affaires grandes entreprises à la BPGO. Bonjour Monsieur Falin, je voulais m'arrêter sur votre succès et que vous nous expliquiez comment, d'une entreprise locale, vous avez réussi à atteindre 520 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 25% international. Quelles sont les clés de votre succès ? Je ne sais pas si on peut parler de clés ni de succès, mais bon, il y a quelques règles. Effectivement, nous sommes une entreprise très très impliquée dans son territoire, des relations fortes avec comment dirais-je nos producteurs qui sont donc sur le terrain. Nous avons des relations riches également avec notre clientèle et le centre de décision local ici, donc
est très très important pour nous. Et comment dirais-je, nous avons l'ambition donc de tourner vers le monde. L'exportation pour nous a été lancée dans les années 80. Ça a démarré tout doucement et puis un travail de longue haleine, l'ouverture d'un bureau en Asie, donc à Singapour, parce que nous avions quelques clients importants sur le Japon et donc de cette entité ouverte à Singapour, nous rayonnons sur toute l'Asie du Sud-Est. Et donc c'est une ambition qui a été une ligne directrice que j'ai donnée à mes équipes donc dès les années 80. Voilà, en tout cas, la SIL, on l'a dit, fondée en 1962, société industrielle laitière du Léon, créée par deux familles marchands de beurre, les familles Falin et Léon. Nouvelle question avec Hélène Lodic-Baron. Oui, Monsieur Falin, la SIL regroupe un certain nombre d'entreprises, des entreprises qui ont des activités finalement assez diversifiées, qui ont des fonctionnements divers également. Comment est-ce qu'on conjugue tout ça? Quelle est la colonne vertébrale de la SIL? Quel est l'ADN de la SIL pour regrouper tous ces types d'industries finalement qui sont complémentaires mais également extrêmement variées? Oui, alors, comment dirais-je? Moi, j'ai toujours voulu répartir les risques et donc travailler sur plusieurs métiers pour être, comme le mot à la mode aujourd'hui, pour être résilient et comment dire, de notre activité de collecte de lait, de transformation de lait dans le Finistère, dans le Léon, eh bien, comment dirais-je, avec ce que j'avais vu lors de jeunes étudiants en voyageant, j'avais vu, comment dirais-je, que des activités proches comme le jus de fruits, les potages se faisaient dans des industries laitières en Europe du Nord. Donc ça m'a permis de réfléchir et puis de mettre en place ces activités. Et puis ensuite, vouloir répartir le risque, comme je disais tout à l'heure, nous avons cherché des activités proches avec comment dirais-je donc un ADN, un point commun qui est donc de l'agroalimentaire avec des matières premières locales, régionales et comment dirais-je une recherche de valeur ajoutée. Donc c'est ça l'ADN du groupe. En même temps donc en ayant cette vocation internationale, comme le disait tout à l'heure Stéphane. Aujourd'hui, effectivement, notre activité est répartie sur 4 métiers, donc le lait, les jus de fruits, le potage et les plats cuisinés surgelés. Les plats cuisinés surgelés, effectivement, ça paraît un peu bizarre dans ce contexte puisque c'est un peu différent des autres produits, mais en réalité, comment dirais-je, ce sont des matières premières que l'on trouve ici tout autour de chez nous et nous avons profité du savoir-faire de l'agro. Le lait a eu pendant très longtemps donc une longueur d'avance sur les autres métiers de l'agro et je crois qu'on en a bénéficié pour mettre en place ces stratégies et notamment sur les plats cuisinés où nous avons appris tout ce qui est technique de conservation, technique de traitement des produits. Hervé Lejeune, délégué général de l'UE 35. Alors, on oublie très souvent que la SIL, c'est aussi des excellents yaourts Malo, qui sont faits pas très loin d'ici. Vraiment d'excellents yaourts. Gilles, est-ce que... Comment ? Je confirme. C'est vrai. Gilles, est-ce que ce qui vient de se passer chez Danone et les annonces assez dramatiques qui ont été annoncées chez Danone, est-ce que pour vous c'est une surprise ? Et est-ce que ça peut avoir des conséquences sur tout ce marché du yaourt aujourd'hui ? Alors, le marché du yaourt en général, depuis une demi-douzaine d'années, il baisse de 2 à 3 points par an. La différence entre un groupe comme Danone et une PME, une ETI comme nous, c'est que nous sommes beaucoup plus agiles et plus réactifs. Et effectivement, aujourd'hui, il y a en même temps l'attraction pour les produits, tout ce qui est le local. Vous le voyez notamment depuis le confinement. Le consommateur essaie de se rapprocher des producteurs et nous avons mis en place une stratégie. Il n'est pas question pour nous d'aller se battre sur des marchés avec Danone, avec Yoplait, qui sont donc des marques internationales. Nous avons une marque française, une marque locale et une stratégie de niche.
Effectivement, l'ADN de Malo, c'est le pot carton. Hein. Saint-Malo est connu par son pot carton. Vous le voyez d'ailleurs aux angles du Stade Rennais, du Stade Brestois ou du rugby à Vannes. Et comment dirais-je, c'est une stratégie de niche. On ne va pas aller se battre sur du pot classique. En plus, qui a mauvaise image aujourd'hui. Nous travaillons davantage sur des spécificités de produits. Le yaourt est encore fait de manière, et le fromage frais sont faits encore de manière traditionnelle. Alors, on a mécanisé ce qui avait été créé par la famille Gisard autrefois. On l'a mécanisé, on a amélioré pour augmenter les cadences, pour avoir des produits toujours une activité qui soit moins pénible pour les salariés, mais en même temps, nous avons gardé la nature du produit. Le produit reste le même, mais nous sommes dans une stratégie de niche avec des activités de taille moyenne, si vous voulez. Parce que la laiterie Malo, il faut vraiment le signaler, c'est le spécialiste avant tout de l'ultra frais. Vous l'avez dit, cette importance d'avoir des produits vraiment de territoire, et ça a été vraiment aussi une grande orientation avec à la fois la laiterie Le Gall et puis la laiterie de Saint-Malo. Vous avez renforcé aussi ce positionnement en région Bretagne. Oui, effectivement, aujourd'hui, donc. Ce que nous cherchions, c'était d'avoir des marques fortes, hein, mais en même temps des marques territoriales. Malo, il y a une identification donc de la marque à la ville de Saint-Malo, à la région malouine. Le Gall, Quimper, 1923, la tradition également, donc et des entreprises qui avaient, comment dirais-je, un potentiel de marque. Aujourd'hui, le consommateur est attaché à des produits de qualité, des produits encore un peu traditionnels, si je puis dire, puisque nous avons gardé des méthodes à l'ancienne, comme on dit. Mais par contre, nous avons cet attachement donc au territoire, le lait de Saint-Malo, les employés de Saint-Malo, le pot carton est fabriqué à Saint-Malo, donc c'est toute une stratégie donc bien particulière de niche, comme je le dis, et sans l'ambition d'atteindre des volumes énormes, puisque aujourd'hui donc ces marchés sont très très bagarrés. Oui, et ça donne vraiment très peu d'empreintes carbone, on l'a bien compris. Benoît. J'ai une question de gouvernance pour vous. Stéphane rappelait tout à l'heure que votre groupe a été créé par deux familles, la famille Léon et la famille Falin. Oui. Quand on est deux, parfois on se dit qu'on est un de trop dans la gouvernance d'une entreprise. Comment vous avez réussi dans cette longévité à travailler, à organiser la gouvernance sur ces deux familles? Effectivement, c'est pas toujours très simple. C'est une question qui m'est souvent posée. Il se trouve que, comment dirais-je, nous avons d'excellentes relations entre partenaires financiers, puisque nous sommes des partenaires financiers. Il y a un historique, puisque l'entreprise a été créée par mon père, mon oncle, et puis également donc deux frères Léon. Et il y avait de l'amitié entre donc la première génération. Il y a également maintenant la deuxième, puisque moi je suis le premier de la deuxième génération, et la troisième arrive, est en place. C'est pas toujours très simple. Il faut des règles bien précises. Avec, appelons-le simplement, mais il faut un leadership, il faut un leader, et comment dirais-je, les répartitions capitalistiques ont permis que ce soit le cas, et en même temps le respect donc des autres associés, même si comment dirais-je, ils sont moins importants. Chacun est à sa place, et plusieurs donc des actionnaires sont encore en activité dans l'entreprise, et je dois le dire, ça fonctionne bien. Oui, parce qu'au regard depuis 1962 à aujourd'hui, et pour faire un prolongement à la question de Benoît, on a plutôt l'impression et tendance à dire que 1 + 1 égale 5 pour vous à la CIL. Hélène. Oui, une question. Pendant la crise de la Covid, tous les maillons de la chaîne ont été impactés, et particulièrement dans le secteur du lait, les producteurs laitiers, puisqu'eux ne pouvaient pas ralentir la production. Qu'est-ce que vous avez fait pour venir en aide à ces producteurs laitiers qui étaient dans la difficulté, qui n'arrivaient pas à écouler leur production comme d'habitude? Les entreprises laitières ont pour particularité
d'accueillir et de recevoir, de collecter tout le lait de leurs éleveurs. C'est vrai que ça n'a pas toujours été très simple au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai, qui, comme par hasard, sont en plus les grosses périodes de production laitière, le lait de printemps. Ça n'a pas toujours été très simple. Et nous, ça a été encore plus compliqué du fait que nous n'ayons pas d'installation de séchage, notre tour ayant brûlé donc en juillet 2019. Nous avons accompagné nos éleveurs en mettant en place, comment dirais-je, des ventes spot de lait à l'étranger. Il n'y avait plus de capacité de séchage, ça a été très très compliqué. Le lait venait. Nous avons, avec nos fédérations professionnelles, mis en place des mesures de compensation pour ceux qui acceptaient de réduire un petit peu leur production. Donc il y a eu donc des primes qui ont été données par l'interprofession laitière et ça a permis de passer la période compliquée d'avril-mai en particulier. Hervé. Gilles, votre entreprise est tournée vers l'international, on l'a dit. Vous êtes vous-même impliqué évidemment dans les structures internationales bretonnes avec Bretagne Commerce International. Comment vous voyez l'issue du Brexit et quel qu'en soit l'accord ou pas, quelles sont les conséquences pour la Bretagne ? La Bretagne sera très très impactée selon la nature des accords qui vont. Bon, il reste une semaine, il reste, si je puis dire, si pour la fin de cette semaine ça n'est pas réglé, ça va être très compliqué la semaine prochaine. La Bretagne sera très très impactée, et en particulier donc le secteur de la pêche. On en parle régulièrement. C'est le secteur qui est sans doute aujourd'hui le plus difficile à résoudre. L'activité donc exportatrice de la Bretagne fait que l'historique des entreprises bretonnes vers le marché anglais fait qu'aujourd'hui les entreprises sont déjà bien organisées. On parlait tout à l'heure de BCI. Nous avons fait un certain nombre de réunions alors bien entendu en visio très souvent, un certain nombre de réunions avec les différentes entreprises, avec les services de l'État, les douanes, comment dirais-je, les logisticiens, et tout ça pour préparer donc cette nouvelle orientation donc du marché anglais. Mais ça va être très très compliqué. Il y a des problèmes de monnaie, il y a la queue donc des transporteurs aux frontières. Il y aura donc tous les problèmes de monnaie. Enfin, je crois que ça va pas être simple, mais les Bretons sont prêts. Gilles, vous êtes un acteur breton infatigable pour l'ensemble des entreprises à l'international. Vous dites souvent que la Bretagne, c'est l'innovation et l'international. J'aimerais que vous puissiez témoigner de ce qui se passe lorsque l'on se retrouve, et on avait eu l'occasion avec TVR d'être avec vous au Gulf Food de Dubaï, pour se rendre compte à quel point les entreprises bretonnes trust tous les grands prix. Ça, il faut le dire et le redire à tous ces chefs d'entreprise qui seraient peut-être un peu frileux à l'international. Alors certes, ça se prépare avec Bretagne Commerce International, mais la Bretagne est reconnue à travers le monde. Oui, je crois qu'on a de la chance d'avoir des entreprises leaders dans leur domaine à l'international, que ce soit comment dirais-je, dans l'agroalimentaire, mais également dans tout ce qui est high-tech, dans tout ce qui est, comment dirais-je, produits manufacturés. Et c'est vrai que l'organisation qui a été mise en place par la région Bretagne est performante. Elle permet à beaucoup d'entreprises bretonnes d'accéder aux marchés internationaux. Mais en même temps, je crois qu'il est important que des entreprises, entre guillemets, leaders, sur leur marché, mettent au service des plus petites entreprises leur savoir-faire, permettent aussi, les accompagnent, si je puis dire. Et c'est ce que nous faisons donc en Bretagne. Stéphane, vous le disiez, nous avons eu l'occasion de participer ensemble à une grosse opération donc au Moyen-Orient. Et effectivement, vous avez pu voir la solidarité qui existe et l'esprit
comment dirais-je, d'union qui existe au sein des entreprises bretonnes. Les grosses entreprises, les meilleures entreprises n'hésiteront pas à mettre leur savoir-faire au service donc des plus petites sociétés. Une grosse entraide entre les entreprises bretonnes. Il nous reste 5 minutes. On va essayer de faire questions rapides, réponses rapides. Benoît. Si j'ai bien compris, vous exportez vos produits fabriqués de France. Est-ce que vous avez pour intention de construire un outil de production ou d'en racheter un à l'étranger ? Pour le moment, ça n'est pas dans les cartons. Nous terminons la construction d'une importante usine là, sur Mandivisio, qui est, puisque c'est un investissement quand même de 90 millions d'euros, destiné à produire du lait pour les bébés, donc si je puis dire, du monde entier. Mais donc, pour l'instant, nous préférons valoriser les matières premières bretonnes, et je considère que là, nous sommes partis pour un projet donc qui mettra un peu de temps à s'amortir. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas l'intention de construire d'entreprise à l'étranger. Au mieux, nous faisons des partenariats avec des entreprises étrangères. Et là, notamment sur le marché donc du lait infantil, on en parlait tout de suite. Nous avons signé un accord avec une entreprise laitière chinoise qui sera notre partenaire sur le marché local. Hélène. Le contexte économique actuel impacte beaucoup sur le moral des jeunes. Quel est le conseil que vous pourriez donner à un jeune qui veut investir et entreprendre en Bretagne demain ? Oui, on dit souvent là qu'actuellement les gens ont perdu un peu le moral, mais bon, je crois que on peut espérer quand même. Les chiffres sont là pour montrer que cette crise sanitaire, j'espère, va toucher très prochainement à sa fin. Les chiffres sont plutôt optimistes. Pour les jeunes, donc nous-mêmes, nous avons mis en place une démarche parce que nous avons une centaine d'emplois à pourvoir, et des emplois donc de bon niveau essentiellement. Et c'est pas toujours facile. Il faut se rendre attractif pour pouvoir recruter et garder les meilleurs profil donc en Bretagne. Alors pour quelqu'un qui veut s'installer, c'est vrai que la période est très très complexe. D'une part, faut bien cibler son marché, il faut trouver les fonds nécessaires pour actionner ce lancement, ce développement. Et je constate quand même que tant sur la région rennaise et que sur la région bressoise, les écosystèmes font qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui se lancent, qui tentent leur chance donc dans l'aventure entrepreneuriale. Et globalement, je pense que pour beaucoup d'entre elles, beaucoup de jeunes, ça marche plutôt bien. Faut être courageux. Faut pas avoir peur. Mais là, tout de suite, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué que d'habitude. Voilà, il faut s'orienter en Bretagne aujourd'hui à 4 départements sur ces 2 métropoles, Brest et Rennes. Il nous reste 1 minute. Hervé, très rapidement. Vous êtes un sage de l'économie bretonne. Est-ce qu'on a aujourd'hui pour vous, en Bretagne, toutes les conditions nécessaires pour que les chefs d'entreprise bretons résistent à cette crise et à l'après-crise du Covid ? Déjà, je trouve que au niveau national, au plan économique, les moyens ont été donnés donc à beaucoup d'entreprises de tenir dans cette crise. C'est vrai qu'il y a des secteurs qui souffrent plus particulièrement. On pense tous à nos amis de la restauration et des services en général. Mais aujourd'hui, donc en Bretagne, on a de la chance, je crois, d'avoir une dynamique entrepreneuriale qui bien appuyée par les comment dirais-je, les élus. Je crois qu'il y a un gros travail qui est fait pour permettre aux entreprises de passer ce cap difficile. Et moi, je suis plutôt positif. Le fait de ne plus avoir d'avion, d'avoir moins de trains, ça complique les choses. On ne fait pas tout par le web, et donc ça complique sérieusement les choses. Espérons que cette crise donc va nous renforcer, parce qu'il y aura des morts certes, mais il y aura aussi des entreprises qui vont sortir renforcées parce qu'elles auront su s'organiser, et je pense que c'est le cas donc de beaucoup d'entreprises bretonnes.
Gilles Falin, un très grand merci pour, on va dire, quasiment une masterclass autour de l'agroalimentaire et de l'international. Grand merci à Benoît, à Hélène, à Hervé pour ces questions. Je rappelle la Bretagne comme port d'attache, le monde comme horizon. Et puis je finirai en disant peut-être que Gilles Falin, c'est avant tout le grand visionnaire breton de notre économie. Merci Gilles en tout cas. Merci. La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, #la réussite est en vous.